Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Une ombre sur le conflit du CPE. Un militant syndical de Sud PTT blessé samedi en fin de manifestation est plongé dans le coma. Il aurait été piétiné lors d'une charge des CRS, place de la Nation à Paris. Le pronostic vital est réservé. Les syndicats de salariés, d'étudiants et de lycéens réunis ce soir veulent en tout cas franchir une nouvelle étape dans la mobilisation. Ils appellent à une journée d'action avec grève et manifestation mardi 28 mars. Jacques Chirac renouvelle son appel au dialogue. Plus de la moitié des universités sont toujours perturbées. La sécurité aérienne, les voyagistes et tour opérateurs devront désormais informer systématiquement les passagers du nom de la compagnie sur laquelle ils vont voyager. Le décret vient d'être publié. Il fait suite à la série d'accidents de l'été dernier. On est encore loin du scénario à l'ukrainienne, mais le face-à-face continue en Biélorussie entre la rue et le pouvoir. Plusieurs milliers de personnes manifestent en ce moment pour dénoncer la réélection du tyran Loukachenko. L'Europe estime que le scrutin n'a pas respecté les critères démocratiques. Pas de révolution pour la famille. La justice a refusé l'octroi d'un congé paternité à un couple de femmes homosexuelles qui en faisaient la demande. Pour le tribunal, ce congé est réservé aux hommes. Enfin, un Français à la recherche de l'identité américaine. Bernard-Henri Lévy publie American Vertigo, sans indulgence, mais à l'opposé de l'anti-américanisme souvent de mise en France. S'agit-il d'une bavure ou bien d'un accident? En tout cas, le drame pourrait changer la donne dans le conflit sur le CPE. Un militant du syndicat Sud qui manifestait samedi à Paris est donc ce soir entre la vie et la mort. Il s'agit d'un homme de 39 ans. Il a été blessé lors des incidents qui ont suivi la dispersion du cortège Place de la Nation. Gilles Marinet, Alain Dubas. 20h10, samedi, Place de la Nation. Au plus fort des affrontements, un groupe de CRS recule. On découvre alors un corps étendu sur le sol. Les assaillants avancent toujours, certains se penchent sur la victime. Puis, les forces de l'ordre reviennent à la charge. Plusieurs CRS prennent position autour du corps. Les journalistes présents constatent qu'il s'agit d'un homme d'une quarantaine d'années, inanimé, du sang sur le visage. S'agit-il du même blessé qui a été transporté d'abord à l'hôpital Saint-Antoine, puis à celui d'Henri Mondor, un homme de 39 ans adhérent de Sud PTT? Pour cette syndicaliste, il n'y a pas de doute. En fait, on a appris qu'il était assis sur le terre-plein de la centrale et donc il n'a pas vu la charge arriver parce qu'en fait ils ont chargé par derrière et donc voilà, ils l'ont piétiné quoi, tout simplement. C'est lui qui est à terre là? Oui, c'est lui qui est à terre. Que s'est-il passé? Cet homme a-t-il été piétiné ou atteint par un projectile? Les policiers recommandent ce soir la plus grande prudence. Je ne crois pas que l'on puisse dire aujourd'hui qu'il s'agit de l'action de la police. Il y a une enquête en cours. Respectons cette enquête et ensuite les conséquences, les conclusions seront tirées. On interviendra à ce moment-là. L'enquête a été confiée à la police des polices. La victime se trouvait en état d'ébriété samedi soir, selon plusieurs sources. Elle est aujourd'hui dans un état critique. L'ensemble des syndicats exigent que la lumière soit faite. C'est également le cas du Parti socialiste qui demande que toute la lumière soit faite sur les circonstances dans lesquelles l'homme a été blessé. Ces incidents, rappelons-le, avaient fait 18 blessés parmi les manifestants, 34 chez les policiers, 72 manifestants ou casseurs avaient été placés en garde à vue. 4 d'entre eux étaient jugés aujourd'hui en comparution immédiate. Amaury Guibert, Abdel Zouyesh. Autour d'eux, c'est un peu la cohue. Et pour tous les syndicats réunis, ceux des salariés, des étudiants et des lycéens anti-CPE... Voilà, petit souci, vous l'avez compris, de calage de reportage. On va noter que d'autres incidents ont eu lieu aujourd'hui. En Seine-Saint-Denis, par exemple, aux abords d'un lycée à Drancy, lors d'une manifestation également contre le CPE. Nous allons maintenant tenter de revoir ce reportage. Donc 4 comparutions immédiates, 4 jugements 48 heures après ces incidents lors de la manifestation Place de la Nation. Amaury Guibert. Fabien Schönbachler comparaissait aujourd'hui devant le tribunal. Étudiant en économie, il a écopé de 3 mois de prison avec sursis et regrette son geste. Étant donné la situation, les circonstances, je me suis laissé tenter comme je pense beaucoup de gens auraient éventuellement pu se laisser tenter. Je suis pas malhonnête et aller en prison pour ça, ça aurait été vraiment dommage, ça aurait nuit énormément à mes études. Samedi soir, place de la Nation, il a volé un écran d'ordinateur dans cette agence d'assurance saccagée. Il fait partie des 167 personnes interpellées ce soir-là par les policiers. Difficile parmi les casseurs de dresser un profil type. Jeunes banlieusards, militants d'extrême gauche ou simples étudiants, les motivations des uns et des autres n'ont parfois rien à voir avec le CPE.
C'est vraiment le CPE qui vous incite à faire ça? Bien sûr, non mais bien sûr, tout le monde est là pour le CPE, contre le CPE. Et toi alors c'est pourquoi alors? Moi je suis là contre eux, moi c'est tout. Je suis là pour casser du CRS. Ces jeunes-là viennent là pour en découdre avec les forces de l'ordre. Parce qu'ils veulent s'en prendre aux forces de l'ordre, que ce soit aux compagnies républicaines de sécurité ou aux gendarmes mobiles. Dès l'instant où ils voient un flic, ils veulent s'en prendre à eux. Donc ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec les manifestants. Donc ce sont des perturbateurs. Parmi les autres prévenus d'aujourd'hui, un homme arrêté avec sur lui une bouteille d'alcool à brûler. Condamné à 2 mois avec sursis, il n'est pas étudiant ni salarié, un profil qui ne l'a pas aidé selon son avocat. Tout simplement sur son allure, sur son apparence, et sa coiffure en particulier, les policiers ont estimé qu'ils avaient peut-être affaire à un futur casseur. 20 autres personnes doivent comparaître dans les prochains jours suite aux émeutes de samedi. Il y en avait eu autant après les incidents de jeudi dernier. Image maintenant de ces incidents aujourd'hui dont je vous parlais il y a un instant en Seine-Saint-Denis, à Drancy notamment. 3 véhicules ont été incendiés, un abribus dégradé. Les policiers qui ont essuyé des jets de pierre et des bouteilles ont riposté avec des tirs de flashball. L'établissement, le lycée, a été fermé. D'après la police, des casseurs s'étaient joints aux manifestants et sont à l'origine de ces affrontements. Affrontements également à Savigny en Seine-et-Marne suite à des dégradations et des caillassages sur les forces de l'ordre. Plusieurs personnes ont été interpellées, essentiellement des mineurs. L'autre information de cette journée, c'est cette étape de plus franchie par les syndicats de salariés, d'étudiants et de lycéens, réunis en fin d'après-midi pour donner une suite à la manifestation de samedi. Ils ont donc décidé d'appeler à la grève et à de nouvelles manifestations mardi 28 mars, c'est-à-dire la semaine prochaine. Jean-Baptiste Prédali, Frédéric Delarue. Autour d'eux, c'est un peu la cohue. Et pour tous les syndicats réunis, ceux des salariés, des étudiants et des lycéens anti-CPE, une question après la manifestation de samedi, grève ou pas grève. 2 heures de réunion. À la sortie, la réponse est claire. L'ensemble des organisations syndicales appellent le 28 mars à une journée d'action interprofessionnelle avec arrêt de travail, grève et manifestation. Côté gouvernement, toute la journée, c'était presque table ouverte à Matignon. Table de discussion, mais pas de négociation. Car le mot du jour, c'était dialogue. Avec des chefs d'entreprise d'abord, le MEDEF est réservé sur le contrat première embauche. Mais ce matin, ces patrons-là étaient plutôt pro-CPE. Moi, je pense que c'est un très bon contrat. On a besoin de flexibilité si on veut créer des emplois. Donc voilà, maintenant, essayons de sortir par le haut. Le dialogue, un mot beaucoup employé à l'Élysée aussi. En pleine visite du roi de Jordanie, Jacques Chirac lance un appel à la discussion. L'enjeu des jours qui viennent, c'est d'ouvrir dans cet esprit un dialogue constructif et confiant qui peut permettre d'améliorer le contrat première embauche. Le contrat première embauche, justement, ils sont venus en parler. Des jeunes étudiants ou chômeurs réunis à Matignon dans l'après-midi et autorisés à poser toutes les questions au Premier ministre. Pendant la réunion, pourtant, Dominique de Villepin s'éclipse. Il rejoint à pied le ministère de l'Éducation. D'autres interlocuteurs, une autre table, une autre rencontre, même si les organisations étudiantes les plus représentatives ne sont pas là. À la sortie, le message s'adresse surtout aux syndicats. Ce soir, il est très important que chacun puisse faire preuve d'un même esprit de responsabilité. Il y a des problèmes, il y a des préoccupations qui s'expriment. Mettons-nous autour d'une table. Demain, après les chefs d'entreprise et les jeunes, Dominique de Villepin recevra les parlementaires UMP, histoire de resserrer la cohésion de la majorité. Aujourd'hui, sur le CPE, c'était dialogue, tous azimuts. Demain, ce sera veillée d'armes. Pendant ce temps, les grèves, les blocages ou les occupations se poursuivent dans les universités. Une 50aine d'entre elles sont perturbées, selon le décompte de l'agence France-Presse. C'est le cas également pour des centaines de lycées un peu partout en France. Le point avec Florence Griffon et nos correspondants en région. Question posée, qui vote pour la reconduction de la grève? La grève a été reconduite à l'Arsenal. À la fac de droit de Toulouse, la mobilisation des étudiants est tout à fait inhabituelle. Ça n'est jamais arrivé, ni en grève ni bloqué. C'est synonyme que la jeunesse aujourd'hui, elle a envie de se mobiliser. La jeunesse aujourd'hui, elle veut être entendue. Ici, on veut surtout se faire remarquer. À Poitiers, fief de la contestation contre le CPE depuis 1 mois et demi, les étudiants cherchent à se renouveler sans casser. À Saint-Denis, fac mobilisée depuis 3 semaines, les grévistes ont leur propre alternative au blocage. Ils ont choisi d'organiser une semaine de débat autour du CPE.
Thème du jour, le lien entre les émeutes dans les banlieues et le mouvement actuel. C'est que nous, on est intégrés et qu'on est bien pensants justement et que eux ne le sont pas du tout et qui n'ont quasiment jamais été. C'est des jeunes qui étaient en échec scolaire extrêmement tôt. D'après le ministère, 45 universités sont touchées par le mouvement, 67 selon l'UNED. Et les perturbations gagnent les lycées, comme ici à Marseille. S'il vous plaît, on est là pour bloquer le lycée, on n'est pas là pour casser. D'après le ministère, 313 lycées sur 4300 ont été bloqués ou perturbés aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 7 ou 8 lycées qui sont bloqués à Marseille. C'est vraiment une bonne mobilisation et ça va continuer pendant toute la semaine, je pense. Demain, la coordination nationale étudiante a appelé à des actions locales, en attendant jeudi pour de plus grosses manifestations. Et dans certaines universités, les cours ne sont plus assurés depuis plusieurs semaines maintenant. Les étudiants s'inquiètent pour leurs examens. À Montpellier, les grévistes eux-mêmes ont décidé de proposer des photocopies des cours pour permettre de rattraper le temps perdu. Sur place, Véronique Gaglione, Françoise Mazou. Il y a quand même un amphi où on donne des cours aujourd'hui. Et qu'on soit gréviste ou pas, on fait la queue pour y entrer. Je vais chercher tous les cours qui me manquent et j'espère en trouver des cours d'espagnol pour pouvoir continuer mes études le plus normalement possible. Vous êtes étudiante en quoi et quelle année, s'il vous plaît? Deuxième année art plastique. L'idée vient d'étudiants grévistes. Ils ont rassemblé des dizaines de cours, des copies de l'an dernier prêtées par des élèves et des feuillets donnés par des profs. C'est un peu confus, on ne sait pas quel cours il nous manque, c'est tout mélangé, premier semestre, second semestre, les années, c'est un peu... C'est encore incomplet, mais le système n'est en place que depuis 3 jours. Dans une fac bloquée depuis 1 mois, il s'agissait pour les grévistes d'apaiser les tensions naissantes à l'approche des examens. On essaye aussi de rassurer comme les tensions, essayer de rassurer un maximum les étudiants. Et c'est pas parce qu'on est en grève qu'on a décidé de ne rien faire. Je vous montre les cours. Nous on veut pas celui-là. Bon, moi je suis pas pour le blocage déjà, donc heureusement qu'il y a un peu ça quoi, pour faire un lien. Voilà, pour pas qu'on soit complètement perdu non plus. En 3 jours, 300 élèves sont venus photocopier des cours. La fac de lettres, langues et sciences humaines de Montpellier compte 22 000 étudiants fortement mobilisés. Et ce matin, le blocage a été reconduit. Les suites des accidents d'avion en série de l'été dernier, je vous le disais en titre, les voyagistes et affréteurs d'avions doivent désormais informer le passager de la compagnie aérienne qu'il va emprunter, même en cas de changement de dernière minute. Si vous voyagez, vous pouvez le réclamer. Le décret est paru hier au journal officiel. Cyril Za, Philippe Jasselin. Scène vue à Mexico. Les passagers sont en colère. L'avion qu'ils devaient emprunter est victime d'une avarie. Ils refusent d'embarquer à bord du vol suivant. Aucune information ne leur a été communiquée. On ne voulait pas partir non plus tant qu'on n'aurait pas eu une réponse d'un avion fiable. Un scénario qui ne devrait plus se reproduire. Depuis hier, les voyagistes sont dans l'obligation de mentionner le nom de la compagnie aérienne affrétée. Un plus pour la sécurité, selon les clients. On ne vole pas avec n'importe qui. Et au point de vue sécurité, c'est la première des choses. Et au point de vue confort. Dans cette enseigne qui compte 120 000 voyageurs chaque année, on précise depuis longtemps le nom du transporteur. Mais pour son fondateur, ce n'est pas l'information la plus importante. Si je vous donne le nom d'une compagnie aérienne X que personne ne connaît, ça ne va pas vous rassurer. Ce qui va vous rassurer, c'est le pavillon de la compagnie aérienne, le pays duquel elle dépend, donc sa sécurité dépend, parce que c'est les normes de la sécurité du pays qui sont en jeu dans cette affaire. Donc cette mesure est une mesure que je trouve absurde, inutile et qui ne correspond pas à l'optimisation de la sécurité pour les clients. D'autant que pour le voyageur, il n'existe pas de recours en cas de désaccord sur le nom du transporteur proposé. Il y a eu l'information du nom de la compagnie. Pour une raison ou une autre, il ne souhaite pas voyager avec cette compagnie, c'est-à-dire monter dans l'avion. C'est différent parce qu'il avait l'information préalablement. Là, c'est un refus d'embarquement. Il perd le prix du billet. Aujourd'hui, 4 compagnies sont interdites de vol en France. Air Koryo, Phuket Airlines, Air Service Comores et International Air Service. À cette liste s'ajouteront jeudi les noms de la liste noire que publiera la Commission européenne.
En bref, une nouvelle réunion à Bercy et au ministère de l'économie et de l'industrie pour évoquer les litiges croissants entre opérateurs et consommateurs dans les secteurs du téléphone mobile et surtout de l'Internet. Installation défaillante, retard systématique, attente interminable pour les réparations. Les plaintes ont été multipliées par 3 l'an passé pour les services sur Internet. Les principaux opérateurs étaient réunis aujourd'hui pour étudier avec le gouvernement de nouvelles dispositions en faveur des clients. D'ores et déjà, d'ici la fin de l'année, vous le savez, les temps d'attente sur ce qu'on appelle les hotlines, les lignes de service après-vente, ne seront plus facturés. Justice, le procès de l'incompréhensible devant la cour d'assises de Strasbourg, celui de ce couple qui avait martyrisé, torturé un enfant de 4 ans, le petit Dylan, qui avait finalement succombé suite à ses sévices. Sa mère risque 30 ans de prison, son compagnon de l'époque, la réclusion à perpétuité. Sur place, Christine Boss, Jean-Pierre Pasteur. C'est sous escorte des policiers du GIPN que comparaît depuis ce matin Christophe Beugnot, 22 ans. Violent, impulsif, il a reçu des menaces de mort. Il est accusé d'avoir fait subir pendant 3 mois un véritable calvaire à Dylan, 4 ans, mort sous les coups, morsures et brûlures, le 3 octobre 2003. Sur le banc des accusés également, la mère du petit garçon qui n'a pas pu protéger son 2e fils des agissements de son concubin. Au lieu de demander de l'aide, au contraire, elle essayait de couvrir les agissements de son concubin en expliquant que le gamin était tombé, qu'il s'était fait mal tout seul en jouant. Donc c'est pour ça que le mécanisme des garde-fous a mis du temps à se mettre en route et que malheureusement le drame est arrivé. Lorsque le 30 septembre, une assistante sociale se rend au domicile familial, la mère refuse de la laisser rentrer. Elle prétend que Dylan est absent. 3 jours plus tard, l'enfant décède, car jusqu'au bout, elle est restée soumise à son concubin. Très jeune, elle a effectivement subi des contraintes extrêmement violentes de la part d'un voisin qui ont largement façonné sa personnalité dans la soumission et qui expliquent effectivement ce qui peut nous paraître inacceptable. Elle risque 30 ans de réclusion pour privation d'aliments et de soins. Son concubin encourt la perpétuité pour acte de torture et de barbarie ayant entraîné la mort. Justice encore avec l'ouverture du procès de 26 islamistes présumés, soupçonnés d'avoir projeté et préparé des attentats, notamment en France. C'était en 2002 contre la Tour Eiffel ou encore un magasin des Halles. C'est ce qu'on a appelé les filières tchétchènes, car le groupe aurait participé à l'acheminement de combattants dans le Caucase et en Afghanistan. Le principal prévenu, Menad Benchelali, a indiqué qu'il ne souhaitait pas d'avocat, il veut se défendre seul. À l'étranger, d'abord la situation toujours tendue en Biélorussie. On est loin pour l'instant de la révolution à l'ukrainienne, mais plusieurs milliers de personnes sont à nouveau descendues dans la rue ce soir pour défier le despote Alexandre Loukachenko. Sa réélection hier avec plus de 82% des voix est qualifiée de farce. Anne Poncine, Xavier Luizet. 4000 personnes seulement réunies pour l'instant ce soir sur la place Octobre de Minsk. Le mouvement de protestation de l'opposition semble marquer le pas. Ils étaient 10 000 hier sur cette même place, elle était noire de monde. Une mobilisation étonnante dans le climat de la Biélorussie d'aujourd'hui. Car ces manifestations sont interdites et depuis des jours déjà les autorités menaçaient de poursuites tous ceux qui s'y rendraient. N'empêche, ils étaient nombreux à contester le scrutin, à l'appel d'Alexandre Milenkevitch, le principal candidat de l'opposition, qui parle même d'un coup d'État anticonstitutionnel. Hier soir, les forces de l'ordre massées en nombre dans la ville se sont tenues à l'écart de la place. Aujourd'hui encore, elles ne sont pas intervenues. La question est de savoir quelle sera leur attitude si le mouvement doit se poursuivre, comme l'a annoncé l'opposition. D'ores et déjà, les observateurs de l'OSCE ont rendu leur verdict. Selon eux, cette élection est non démocratique, avec une campagne électorale inégale et émaillée d'arrestations. À ce sujet, Alexandre Loukachenko a une théorie très spéciale. Je sais que quelques personnes ont été arrêtées, mais je vais vous dire, ce sont eux qui nous ont demandé de les arrêter. Ils ne voulaient pas perdre la face. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient gagner. Ce ne sont pas des idiots. À la veille de l'élection, les autorités ont semblé perdre tout sang-froid, dénonçant à qui mieux des complots révolutionnaires ourdis à l'étranger, avec des confessions stupéfiantes sur les modes d'action des supposés terroristes. Un jeune homme explique ainsi qu'il a été entraîné à empoisonner l'eau d'une ville à l'aide de cadavres de rats et de souris. On pourrait presque en sourire, mais c'est sans doute plutôt un signe inquiétant pour l'avenir de la Biélorussie. 3 ans
3 ans tout juste, c'est le 20 mars 2003 que George Bush annonçait le début de l'offensive américaine en Irak qui allait mener à la chute de Saddam Hussein, symbolisée par cette célèbre image du déboulonnage de sa statue en plein centre de Bagdad. Un anniversaire dans l'inquiétude et l'incertitude. La violence est toujours là, la guerre civile menace, les tractations pour un gouvernement d'union s'enlisent et la cote de George Bush est au plus bas. La guerre a fait plus de 2300 morts côté américain et, phénomène nouveau, de plus en plus de vétérans du conflit se lancent dans la politique contre le président américain. À Washington, Alan Chalvron, Aaron Diamond. Elle a perdu ses 2 jambes en Irak et pourtant, elle garde la pêche. Elle a toujours le sourire, Tammy Duckworth. Ne se plaint jamais et passe désormais le plus clair de son temps à essayer de remonter le moral d'autres grands blessés ou leurs familles, qui ne sont pas forcément aussi optimistes. Mon médecin m'a demandé, vous ne voulez pas faire du triathlon? Je lui ai répondu, je n'en ai jamais fait avant. Et ils vous font faire des choses que vous n'aviez jamais faites. Tammy Duckworth était militaire de carrière, major dans un poste de combat, pilote d'un hélicoptère Black Hawk, comme celui-ci, un engin très utilisé en Irak. Le 12 novembre 2004, elle est en mission au-dessus du triangle sunnite, au nord de Bagdad. J'ai vu une grosse boule de feu devant mon visage. Un RPG venait de pénétrer dans le cockpit sous mes pieds. Et tout ce dont je me souviens, c'est mon obsession de poser l'appareil et terminer le vol, mettre tout le monde à terre. Elle réussit cet atterrissage et tombe dans le coma. 10 jours plus tard, elle réalise qu'elle a perdu ses 2 jambes. Encouragée par son mari, lui-même militaire, elle pense d'abord à repartir en Irak. Difficile avec cette infirmité. Tammy entame donc une autre carrière, la politique. Elle décide de se présenter aux élections au Congrès en novembre sur une ligne anti-guerre. Je pense que l'Irak nous a détournés de notre objectif principal. Le vrai choix aurait été de poursuivre jusqu'au bout ceux qui nous ont attaqués le 11 septembre et capturé Ben Laden. Cette guerre n'est pas finie et moi-même j'ai été abattu 18 mois après que George Bush eut déclaré la victoire. C'est particulièrement ironique. La nouveauté cette année, c'est que l'on n'est plus forcément un mauvais patriote si l'on est contre la guerre. D'ailleurs, ce serait 60% des Américains qui le seraient. Anniversaire marqué également par la révélation de ce qui ressemble à un nouveau scandale, s'il est confirmé. Selon le magazine Time, l'armée américaine aurait, en guise de représailles après un attentat, tué 23 personnes dans une ville de l'ouest de l'Irak, dont 15 civils, plusieurs femmes et enfants. Une enquête a été ouverte. En bref encore, 2 mois après sa victoire aux élections palestiniennes, le Hamas a dévoilé la composition de son gouvernement. Sans surprise, les postes stratégiques sont réservés aux principaux dirigeants du parti islamiste. Aucun autre parti n'a voulu s'y associer. Parmi les 24 ministres, on compte une femme et un chrétien. Le président Mahmoud Abbas, ici à droite, ne devrait pas s'opposer à la formation de cette équipe. En Italie, nouvelle colère de Silvio Berlusconi à quelques jours des élections. Le président du Conseil italien a été reçu par l'organisation patronale, des patrons qu'il accuse de défaitisme. La rencontre a tourné au vinaigre. Gérard Grisbeck, Valérie Parent à Rome. Il boite, mais il est tout de même venu, sûr de son effet, souffrant de lombalgie. Silvio Berlusconi a expliqué qu'une bonne piqûre l'avait remis sur pied pour repasser à l'offensive, face à 5000 patrons réunis en assemblée générale, qu'ils grondent comme des gamins. Il faut prendre moins de vacances, donner l'exemple à ses collaborateurs, aller moins en réunions patronales et travailler plus. Une partie de la salle applaudit, dont beaucoup de militants venus avec Silvio Berlusconi. Au premier rang, les responsables du patronat semblent atterrés. Mais ce n'est pas fini. Berlusconi s'en prend à Diego Della Valle, l'un des plus grands industriels, numéro 1 des chaussures de luxe. Je pense que si un entrepreneur n'a pas perdu la tête et qu'il soutient la gauche, c'est qu'il cache des cadavres dans le placard et qu'il a beaucoup de choses à se faire pardonner. Diego Della Valle le siffle et l'apostrophe. Monsieur Della Valle, quand vous vous adressez au Premier ministre, vous le vous voyez, vous ne le tutoyez pas. L'homme ne se laisse pas impressionner. Va te faire voir, répond-il. Va te faire voir aussi, réplique Berlusconi, qui repart sous les acclamations de ses supporters, tel un cow-boy après la bagarre. Un cyclone dévastateur en Australie, le plus violent depuis 30 ans. L'état d'urgence a été décrété dans le nord-est du pays. Christelle Bertrand. Au plus fort du cyclone, le vent a soufflé à 290 km/h.
Le nord-est de l'Australie s'attendait à être violemment balayé par ce phénomène que les météorologues ont appelé Larry. L'état d'urgence avait été instauré plusieurs heures avant son arrivée. Il n'y avait donc pas grand monde dehors. La majeure partie des habitants a choisi de rester à la maison en espérant que le cyclone les épargne. Un gros palmier est tombé sur le coin de la maison et l'a écrasé. Les seules choses qui tenaient debout à ce moment-là, ce sont les encadrements de fenêtres et puis tout est parti. On est sorti, le bruit était tellement fort qu'on avait l'impression qu'un train arrivait. L'océan rugissait, le vent était incroyable. Pour l'instant, il n'y aurait qu'une vingtaine de blessés. Les autorités annoncent également la disparition de quelques personnes. Le bilan humain sera connu plus précisément dans les heures qui viennent. Les dégâts matériels, eux, sont conséquents. La petite ville d'Innisfail, située sur la trajectoire du cyclone, n'a plus qu'un bâtiment sur 2 encore debout. Les risques d'inondation pourraient aussi occasionner de mauvaises rencontres. Un cyclone désoriente et rend agressifs les serpents et les crocodiles, très nombreux dans la région. Des nouvelles de celui qu'on appelle le petit Bouddha au Népal et qui avait disparu. Eh bien, il se serait retiré dans la forêt, pas très loin de son lieu de méditation. Une poignée de fidèles dit l'avoir vu et filmé. Ce sont ces images que vous découvrez. Selon eux, le jeune moine de 16 ans va rester plusieurs années dans la jungle. Il avait, vous le savez, suscité l'engouement de plusieurs milliers de bouddhistes qui indiquaient qu'il serait resté pendant 10 mois sans boire ni manger, immobile au pied d'un arbre. Le miracle canadien, il y a 10 ans, le pays était miné par le chômage, plombé par sa dette, aussi lourde que celle de la France aujourd'hui. Eh bien, la cure a été sévère, mais bien préparée et largement consensuelle. Aujourd'hui, les Canadiens ont renoué avec la croissance. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Jean-Pierre Métivet, Vincent Bouffartigue. C'est l'un des rares pays à aller aussi loin dans la transparence. Au Canada, sur les sites internet du gouvernement, on divulgue les notes de frais des ministres et des hauts fonctionnaires. Exemple, le site du ministère de l'Immigration détaille des frais pour un déplacement. Hôtel, 93 $. Restaurant, 34 $. Tout est public. Mais ce n'est pas seulement pour cette transparence qu'on cite le Canada en exemple. Il a réussi bien plus. Conserver son modèle social, sa santé gratuite, son système de retraite, tout en réduisant de moitié une dette colossale. C'était il y a 13 ans. Lorsqu'ils arrivent au pouvoir en 93, les libéraux héritent de 22 années successives de déficit budgétaire. Ils préparent l'opinion à un électrochoc, à des mesures radicales. On ne peut pas sauter une rivière en 2 étapes. Il faut faire le saut au complet. Les politiques commencent par donner l'exemple. 5 mois avant l'annonce du plan, les salaires de tous les députés sont bloqués. Le Premier ministre alors, c'est Jean Chrétien. Son salaire aussi est gelé, comme celui de ses ministres, et leur train de vie réduit. Ensuite, c'est tout l'État qui se retrouve au régime maçon. On demande à chaque ministre, lequel de vos programmes sert l'intérêt public? Est-il vraiment efficace? Quelles actions publiques seraient mieux faites dans le privé? Il n'y eut aucun tabou. Même le budget de l'armée fut mis à la diète. Les militaires voulaient que j'achète des tanks, des chars d'assaut. Tout le monde achète des chars d'assaut, donc il fallait qu'ils achètent des chars d'assaut eux-mêmes. J'ai dit oui, mais on va se servir de ça contre qui? On a un adversaire, ce sont les Américains. Le seul qui peut venir. Ces Américains viennent nous voir, vous savez, 30 chars d'assaut de plus ou de moins, alors je suis pas sûr que ça fasse une grosse différence. Début 95, le gouvernement libéral annonce un plan draconien. Le nombre des fonctionnaires est réduit de 20% en 3 ans, grâce à des primes de départ et des pré-retraites. 9 ministères sont supprimés et le budget de ceux qui restent est amputé de 15% en moyenne. Et on diminue les indemnisations des chômeurs. Dans mon bureau, au cabinet du Premier ministre, je regardais la colline parlementaire et on n'a pas eu de manifestation. Le courage politique va payer. Jean Chrétien sera réélu pour 2 autres mandats. Dès 1997, le Canada dégage des excédents et commence à rembourser sa dette extérieure, tombée actuellement à 40% du revenu national. Le zéro déficit est devenu la règle de gestion de toute administration publique, fédérale et provinciale. Pourquoi le Canada fait-il rêver? C'est le thème d'Un œil sur la planète ce soir à partir de 23 h avec Thierry Tulier.
En France, pas de révolution pour la famille. La justice a refusé aujourd'hui l'octroi d'un congé paternité à un couple de femmes homosexuelles qui en faisaient la demande. Pour le tribunal, ce congé reste réservé aux hommes. À Nantes, Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Elles sont arrivées au palais de justice avec leur petit dernier, né il y a 15 jours. Élodie et Karine sont désormais toutes deux mamans par insémination artificielle. Pour la naissance du premier, Élodie revendiquait le droit au congé de paternité, partant du principe qu'elles vivent en couple. On les élève, on les a désirés ensemble. On estime effectivement pouvoir les élever de la même façon et de la meilleure façon ensemble. Et ces 11 jours qui sont effectivement attribués au père pour qu'il accueille au mieux son enfant lors de la naissance, on estimait juste aussi de pouvoir en bénéficier. Mais le tribunal n'est pas entré dans une interprétation des textes de loi. Pour lui, le congé de paternité s'adresse au père comme étant une personne sexuée mâle. Une décision qui ne surprend pas les deux femmes. Fortes de la médiatisation de leur affaire, elles n'entendent pas en rester là. Le combat n'est pas terminé. On savait tout à fait que la décision irait dans ce sens et que l'unique solution pour la faire évoluer serait de faire changer les lois. Et nous allons essayer de continuer dans ce sens, oui. Elles espèrent donc pouvoir convaincre les parlementaires de modifier la loi, afin, disent-elles, que homo et hétérosexuels aient les mêmes droits dans le domaine de la parentalité. Une évolution, elles en sont convaincues, que l'opinion publique est prête à accepter. Lourdes veut modifier la notion de miracle. Les guérisons sont déclarées par dizaines chaque année, mais seules 67 en un siècle et demi ont été effectivement reconnues comme miraculeuses. Les critères sont draconiens. Aujourd'hui, l'Église veut les assouplir. Nicolas Lemarinier. 64 000 malades, 6 millions de pèlerins chaque année et toujours la même espérance, guérir par la grâce de Dieu. Oui, mais voilà, les miracles reconnus par le Vatican se font de plus en plus rares. Jusqu'à 22 entre 1946 et 1965, 2 seulement depuis 10 ans. La raison, une médecine plus efficace, mais ce n'est pas tout. Le bureau médical de Lourdes étudie les demandes d'authentification. Pour ce faire, 7 critères datant de 1738. Par exemple, la personne guérie ne doit jamais avoir pris de médicaments. Impensable de nos jours. Le bureau médical veut une règle plus simple. La guérison a lieu de façon subite, soudaine et sans convalescence. Et la personne est libérée complètement après, pendant un temps suffisamment long pour pouvoir dire qu'il s'agit réellement d'une guérison et pas simplement d'une rémission ou d'une disparition des symptômes. L'évêque de Lourdes, lui, veut prendre en compte la foi chrétienne de celui ou celle qui affirme avoir guéri. Cette personne, quand elle vous dit qu'elle a guéri, eh ben, c'est pas une illusionniste ou un illusionniste, c'est pas quelqu'un qui cherche le vedettariat ou qui cherche à se faire valoir ou à vendre ses souvenirs. Cette personne est crédible, son témoignage est fiable. Jean-Pierre Belly est pour l'instant le seul miraculé français vivant, reconnu par l'Église en 1999. Il a guéri rapidement d'une sclérose en plaques. C'est une chaleur qui me visitait et qui redonnait vie à tous les membres de mon corps, à toutes les cellules de mon corps. Depuis, il s'est fait discret. Si le Vatican donne son accord aux nouvelles règles, une femme française dont la guérison est déjà qualifiée d'exceptionnelle par l'Église pourrait devenir, elle aussi, une miraculée. Le grand nettoyage de printemps pour l'un des plus grands ponts de France, le pont de l'île de Ré, en équilibre au-dessus de la mer ou à l'intérieur des piliers. Tout est passé au peigne fin. La révision, entre guillemets, a lieu tous les 9 ans. C'est assez spectaculaire. Sur place, Michael Roparts, Alain Darigran. Opération délicate à 30 mètres au-dessus de la mer. Ces techniciens contrôlent dans les moindres détails le pont de l'île de Ré. On fait un relevé de toutes les avaries. Donc là, on essaye de voir, par exemple, ce genre d'avaries, des nids de cailloux et jusqu'aux fissures qu'on peut trouver sur le dessous de tablier. L'inspection se fait aussi dans les entrailles de l'ouvrage. Dans ces 3 km de galeries suspendues, chaque centimètre est ausculté. Le geste est minutieux. Ces câbles agissent comme des tendeurs et maintiennent l'édifice. Ici, on a un son mat, alors que là, on a un son beaucoup plus clair. Donc, ce qui veut dire qu'ici, il y a un manque dans la protection du câble. Donc, bon, c'est pas forcément très grave en soi, mais ça va nécessiter peut-être des contrôles complémentaires et ensuite des travaux. Toutes les anomalies comme la corrosion, les fissures sont signalées. Elles sont ensuite répertoriées sur un fichier informatique. Un peu plus loin, c'est au tour d'une autre équipe de s'immerger à l'intérieur des piliers. Il y en a 28 à diagnostiquer. Fer apparent, longueur 10
Dans ses pieds en béton, la corrosion guette. Alors on le bichonne. Le pont, c'est le cordon ombilical de l'île de Ré. Il y a la voie sur laquelle on accède à l'île, mais il y a aussi à l'intérieur l'eau, l'électricité, France Télécom qui utilisent l'ouvrage. 18 ans après sa construction, l'édifice semble résister aux assauts du temps. Il symbolisera encore longtemps le pont des vacances. On l'a appris aujourd'hui, le chanteur et compositeur Richard Cosciante a été condamné à 10 mois de prison ferme pour fraude fiscale. Sa femme, condamnée à la même peine, était seule présente aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris. Le couple aurait oublié, entre guillemets, de déclarer ses revenus de l'année 2000. Il a décidé de faire appel. Un Français à la recherche de l'identité américaine, Bernard-Henri Lévy, publie American Vertigo, un essai en forme de reportage après un an de rencontres sans indulgence, mais à l'opposé de l'anti-américanisme souvent de mise en France. Geneviève Moll, Éric Delagneau. Il y a 4 mois, Bernard-Henri Lévy présentait à New York son enquête sur les traces américaines de Tocqueville, le philosophe français du 19e siècle. Le lancement d'American Vertigo a fait l'objet d'une série de shows aboutissant à cette question. Qu'est-ce qu'être américain aujourd'hui ? Être américain aujourd'hui, ça veut dire croire en la Constitution américaine. Rousseau dit, le summum de la démocratie, c'est le contrat social, et le contrat social, c'est cette idée qu'on vienne partout, qu'on n'a rien en commun, mais qu'on décide d'avoir la même loi. Ces gens qui n'ont pas de sol commun, mais même pas de mémoire commune, même pas de langue commune, fabriquer une nation. Alors une nation bizarre, une nation minimale. Les États-Unis, c'est le seul pays au monde qui n'a pas de nom, comme vous savez. Le livre paraît maintenant en France, et l'on s'aperçoit que B.H. Egg n'est jamais complaisant. Du reste, aux États-Unis déjà, il ne gardait pas sa langue dans sa poche. Quelqu'un ou quelqu'une serait-il ou serait-elle prête à se sacrifier pour faire à George Bush une petite gâterie pour qu'il soit peut-être finalement destitué? Il n'empêche, American Vertigo est traversé par la culture cinématographique et musicale qui a fait de B.H. Egg, mais aussi de nombre d'intellectuels français, ce qu'ils sont aujourd'hui. Quand j'arrive à Memphis, quand j'arrive dans l'usine à images de Los Angeles, quand j'arrive dans les déserts du Nevada, dans les déserts de l'Arizona, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai l'impression de marcher dans ma propre mémoire. American Vertigo est un reportage sans concession sur un pays à la fois énervant et fascinant. Un reportage qui, outre-Atlantique, a provoqué nombre de grincements de dents. Sport football, le PSG renoue avec le succès. Après 8 matchs sans victoire, les Parisiens ont battu Auxerre 4-1 lors de la 31e journée de Ligue 1. But signé Kalou, Paoletta et Bolf contre son camp. But pour Auxerre, signé Matisse. Voilà, 3 débuts parisiens. Et puis l'image du week-end, comme chaque lundi, c'est la boxe avec la défaite du Français Monchipour. À 31 ans, il a perdu son titre de champion du monde Supercoq face au Thaïlandais Sitchat Chawal. Match très disputé, interrompu, vous le voyez, par l'arbitre à la 10e reprise. Le Français était en difficulté et conformément à ce qu'il avait annoncé, Monchipour a choisi, suite à cette défaite, de mettre fin à sa carrière. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Patrice Drevet, un printemps encore timide. 20h50, Jean-Luc Delarue. Ça se discute jour après jour, les femmes et leurs complexes. À demain.